armée. J'ai entendu ici quelqu'un dire que le Congo a la première responsabilité de protéger ses frontières et de protéger sa population. D'accord, nous sommes d'accord. Mais qui nous a dit d'intégrer des Rwandais dans notre armée? Cette même communauté internationale. Chaque fois qu'il y a une petite rébellion, on dit « Ah, il faut négocier ». Et puis en négociant, vous devez inclure les gens dans l'armée. Et ce monde venait avec leur rang autoprogrammé. Tout le monde vient, moi je suis général, moi je suis colonel, moi je suis major. On leur donne ce poste. Ils n'ont jamais une formation militaire qui justifie ces rangs-là. Mais c'est comme ça. Alors nous avons une armée qui est infiltrée. Comment voulez-vous que cette armée soit capable de vraiment protéger la population? Parce que c'est une armée qui travaille non seulement pour notre pays, mais il y a des éléments qui sont là, travaillant pour l'autre côté. Voilà donc le problème qui est très important et qu'on doit analyser et qu'on doit adresser. Bien connu. Dans une note que j'ai ici et que j'aimerais donner à qui veut la voir, donc intitulée « Note à Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, chef de la MONUSCO », rédigée par Monsieur Kalev Mutonde, qui était l'administrateur général de l'ANR, l'Agence nationale de renseignement. Donc, transmission de la liste de commandants assimilés et hommes de troupes du M23 non éligibles à l'intégration au sein des FARDC. Donc, on dit ici que nos services se font l'impérieux devoir de vous transmettre la liste de 78 commandants assimilés et hommes de troupes du M23 sur un total exprimé à plus de 1700 personnes non éligibles à l'intégration au sein de FARDC, élaboré à la demande du ministre ougandais de la Défense, le docteur Crispus Kiyonga, à l'issue des séances de travail qu'il a présidées avec une délégation de M23 le 11 et 12 septembre 2013 à Mbarara, en Ouganda. Qu'est-ce que ce rapport nous renseigne? 78 commandants, les plus gradés, des généraux, de colonels, de lieutenants-colonels et de majors. Sur les 78, il n'y a qu'un seul capitaine. Tous les autres sont des officiers supérieurs. Aucun d'eux n'est congolais. Ils sont tous des Rwandais. Qui ont été enrôlés dans l'armée de M. Kagame, le Front patriotique rwandais, quand il a commencé sa guerre contre le régime Habyarimana en 1990. Après avoir pris Kigali et le Rwanda, ils sont entrés dans le RCD Goma, Rassemblement congolais pour la démocratie. Et comme vous le savez, quand Laurent Kabila a pris le pouvoir, le commandant, le chef d'état-major général de l'armée congolaise était un officier rwandais, James Kabarebe. Et pas un Congolais, un officier rwandais. Son adjoint, Dan Monyosa, également rwandais. Donc, ce qui fait que les Rwandais sont entrés dans notre armée. J'ai entendu ici quelqu'un dire que le Congo a la première responsabilité de protéger ses frontières et de protéger sa population. D'accord, nous sommes d'accord. Mais qui nous a dit d'intégrer des Rwandais dans notre armée? Cette même communauté internationale. Chaque fois qu'il y a une petite rébellion, on dit « Ah, il faut négocier ». Et puis en négociant, vous devez inclure les gens dans l'armée. Et ce monde venait
avec leur rang autoprogrammé. Tout le monde vient, moi je suis général, moi je suis colonel, moi je suis major. On leur donne ce poste. Ils n'ont jamais une formation militaire qui justifie ces rangs-là. Mais c'est comme ça. Alors nous avons une armée qui est infiltrée. Comment voulez-vous que cette armée soit capable de vraiment protéger la population? Parce que c'est une armée qui travaille non seulement pour notre pays, mais il y a des éléments qui sont là travaillant pour l'autre côté. Voilà donc le problème qui est très important et qu'on doit analyser et qu'on doit adresser. Donc je parlais de note de Khalef Bouton, de l'agence de renseignement. Cette note est disponible. Si vous voulez la voir, je ne suis que très heureux de vous le donner. Donc, je peux vous donner quelques noms de ce monsieur. Donc, après le Rassemblement démocratique, le Rassemblement congolais de la démocratie qui a été formé en 1998, il y a eu la formation du Congrès national pour le développement du peuple, de Laurent Nkunda. Cette organisation était aussi contrôlée par le Rwanda. Bosco Ntaganda, qui est né, grandi au Rwanda, est venu au Congo avec Laurent Kabila, est entré dans le système que dirigeait James Kabarebe. Et voilà, il est devenu aussi membre du RCD Goma. Par après, il a rejoint Laurent Nkunda dans le CNDP et puis il est devenu le premier dirigeant du M23. Son assistant, enfin son numéro 2, c'est M. Sultani Makenge. Vous le verrez, il est dans la liste des gens qui étaient à Nairobi pour négocier d'être réintégré dans l'armée congolaise. Il s'appelle maintenant général. Au Congo, il était colonel. Donc, M. Sultani Makenge a commencé sa formation dans les forces de Kagame depuis l'Ouganda, avant donc la prise du Rwanda par le régime. Donc, vous voyez qu'il s'agit d'une milice de l'armée rwandaise et non pas. Il se peut qu'il y ait des Congolais, je n'en doute pas. Il se peut qu'il y ait des Congolais dans le M23. Mais le groupe est contrôlé par le Rwanda. J'ai eu le plaisir d'échanger sur le rapport et la situation sécuritaire au pays avec Mme Keïta lundi dernier et j'ai appris beaucoup de sa part. Je la félicite pour son engagement et lui exprime la haute appréciation de mon gouvernement pour le travail de qualité qu'elle est en train de réaliser dans mon pays dans une période délicate. Qu'elle soit assurée de notre pleine collaboration pour la réussite de sa mission. Nos remerciements sont aussi adressés aux troupes de la MONUSCO et son leadership en général et tout le QRF de la brigade d'intervention rapide en particulier pour les sacrifices qu'ils continuent à consentir afin que la paix revienne dans la partie est de mon pays. Permettez-moi, Madame la Présidente, de faire quelques commentaires sur les questions évoquées par ce rapport et les différentes préoccupations soulevées par les membres du Conseil. La MONUSCO demeure à ce jour un partenaire important, même obligé de la RDC, dans sa quête pour la paix et la stabilité à l'est de la RDC. À la lecture de ce rapport, nous nous réjouissons de constater que des efforts sont en train d'être fournis en son sein pour améliorer son efficience et son efficacité. Quant à ce mandat, le plus important dans une situation de guerre, sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, est la protection des civils. En RDC, les citoyens congolais ne sont pas convaincus que celle-ci est la priorité des priorités pour la MONUSCO.
Il s'avère donc indispensable que la MONUSCO se mette en œuvre dans ce domaine. Une posture robuste et offensive est aussi nécessaire, car une MONUSCO qui ne serait pas en mesure de s'imposer et de dissuader sur le terrain aura beaucoup de mal à s'acquitter de sa mission et de son mandat de protection des civils. Pour ce faire, la RDC demande au Conseil de sécurité d'allouer à la MONUSCO des moyens suffisants, d'actualiser l'armement, les hélicoptères et d'élever les standards des équipements. Madame la Présidente, la situation politique de mon pays, comme le soulignent les rapports sous examen, est principalement dominée par l'organisation des élections de 2023 et la situation sécuritaire de l'Est du pays. Le premier volet est sous contrôle, compte tenu de l'engagement des hautes autorités du pays d'améliorer le système et les processus électoraux. Avec un préfinancement utile par le gouvernement central et la promesse des Nations Unies d'apporter son soutien, les conditions matérielles d'un processus bien organisé s'avèrent possibles. Quant à la situation sécuritaire, il y a le processus de Nairobi sous le leadership du président kenyan Uhuru Kenyatta et l'initiative de l'Union africaine pour résoudre le conflit entre les deux présidents, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo de la RDC et Paul Kagame du Rwanda, sous la médiation du président angolais Joao Lourenço. À ce sujet, je peux dire que tout dépend de la volonté des uns et des autres, ainsi que des pressions de l'Union africaine et de la communauté internationale pour faire avancer le processus de la paix et de la sécurité. Comme le temps ne nous permet pas d'entrer dans les détails, permettez-moi de résumer la situation en élucidant un des acteurs les plus importants du conflit, notamment le mouvement du 23 mars ou le M23. Madame la Présidente, la situation sécuritaire est clairement prédominée par la résurgence du M23. Défait par le FARDC et la Brigade d'intervention rapide des Nations Unies en 2013, le M23 revient 8 ans plus tard, en novembre 2021. Aujourd'hui, comme Mme Keïta vient de nous le dire, il a un arsenal de combat supérieur à celui de la MONUSCO et de FARDC. Il est capable de descendre des hélicoptères militaires, de terroriser la province du Nord Kivu et d'autres crimes de l'Est, et d'autres crimes à l'Est du Congo. Comment expliquer la réapparition de ce groupe après cette longue absence et qui est derrière ce groupe qui était apparemment désarmé et sous la garde du Rwanda et de l'Ouganda? Une deuxième question est de savoir pourquoi la communauté internationale et les Nations Unies ne veulent pas associer ce groupe avec l'État du Rwanda. J'ai entendu ici, on parle des groupes étrangers, mais on ne les cite pas. Certainement, nous tous nous connaissons qu'il y a les ADF. Mais est-ce qu'il n'y a que les ADF? On ne mentionne pas d'autres groupes. Le MNC n'est pas, le M23 n'est pas un groupe étranger. C'est un groupe congolais. Or, les origines du M23 sont bien connues. Dans une note que j'ai ici et que j'aimerais donner à notre pays, je ne peux pas vraiment hésiter à faire quelques commentaires. J'ai entendu ici une chorale de questions de la haine, que les gens sont en train de propager la haine dans ce pays. J'ai quand même vécu assez des années en Afrique et nous savons des questions, enfin le problème de xénophobie ici et là.
on n'a jamais entendu une chorale semblable des incidents de xénophobie dans plusieurs pays africains où les gens sont tués, tout simplement parce qu'ils ne sont pas de la région ou ils sont d'ailleurs. Je n'ai aucune information sur le Congo des gens qu'on a tués dans les dernières années ou bien dans les derniers mois à cause de ces conflits de l'Afrique, de la région de l'Est du Congo. Certainement, il y a des gens qui vont criailler, qui vont insulter, qui vont faire des choses, mais ça ne représente pas la position de notre gouvernement. Le gouvernement a dénoncé toutes les instances de xénophobie, de menaces contre les Rwandais qui sont au Congo. Et les églises, la société civile, beaucoup d'organisations se sont aussi élevées pour condamner ce genre de comportement parmi nos peuples. Donc je ne crois pas que vraiment c'est là une des questions majeures. Je ne crois pas que j'ai entendu ici des gens condamner des multiples crimes commis dans notre pays par le Rwanda depuis 26 ans. Il y a une société américaine, the International Rescue Committee, qui a estimé que depuis 1998, il y a eu plus de 6 millions de Congolais qui sont morts à cause de cette pénétration de notre pays par le Rwanda, non seulement à l'Est, mais quand on a poursuivi les Hutus jusqu'à Mbandaka, jusqu'à la frontière avec le Congo-Brazzaville, il y a eu beaucoup de morts. On n'en parle pas. Le docteur Mukwege, prix Nobel, insiste à parler qu'on ouvre un peu le rapport mapping. Pourquoi est-ce que les Nations Unies ne veulent pas qu'on analyse ce qui est dans ce rapport et qu'on prenne des actions contre les crimes qui ont été commis contre l'humanité? Je pense qu'il suffit de revoir tout cela. Madame la Présidente, permettez-moi, avant toute chose, de vous féliciter pour votre présidence du Conseil de sécurité tout au long de ce mois de juin 2022 et de vous remercier pour l'organisation de cette réunion sur la situation en République démocratique du Congo et pour nous avoir invités à participer à cette discussion. Je voudrais également remercier Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Son Excellence Monsieur Antonio Guterres, pour son engagement à la cause de mon pays et pour son rapport sur la situation en RDC, objet de nos discussions ce jour. À ces remerciements, je tiens à y associer tous les membres du Conseil de sécurité, sans oublier de mentionner les 3 représentants qui font la fierté du continent africain au sein de ce Conseil, notamment le Ghana, le Kenya et le Gabon. Je voudrais aussi honorer tous les autres membres du Conseil, amis et partenaires qui sont au chevet de la RDC, certains depuis l'indépendance de mon pays en 1960. Quelqu'un a fait allusion à cela dans cette réunion d'aujourd'hui, qu'il y a des membres qui sont ici depuis longtemps et qui ne font que traiter la question du Congo. Aujourd'hui, au Congo, nous sommes en deuil, parce que les restes de Patrice Lumumba sont revenus de la Belgique et ils seront inhumés demain. Pourquoi est-ce que Lumumba est mort et comment se fait-il que ces restes n'étaient pas au Congo de plus de 60 ans? Nous savons qu'il a été victime d'un assassinat ignoble. Et pourquoi était-il assassiné? C'est parce que c'était un patriote qui voulait que les ressources naturelles du Congo soient utilisées pour le bien des Congolais et non pas seulement être pillées. Et voilà, 62 ans plus tard, nous sommes en face de la même situation. Des ressources du Congo qui sont pillées par des multinationales étrangères et par des pays voisins
sans toutefois faire ce que certains d'entre vous ont très bien souligné ici, que le Rwanda, le Burundi et le Congo devraient s'unir pour développer leurs pays ensemble. Nous avons été colonisés par la Belgique. Depuis 1925, le Rwanda, Burundi faisait partie d'un... Quand je grandissais au Congo, je ne croyais pas que nous formions trois pays. On nous appelait le Congo belge et le Rwanda Urundi. Il y avait des Rwandais, des Burundais qui travaillaient chez nous et il y avait des Congolais qui travaillaient à Bujumbura ou à Kigali. Alors je ne comprends pas pourquoi nous devons être en guerre aujourd'hui. C'est d'ailleurs le Congo qui a pris l'initiative d'établir la communauté économique de l'Afrique des Grands Lacs, qui a maintenant son siège au Burundi, je crois. Donc, ce qui veut dire que... à Gisenyi, au Rwanda. Donc, ce qui veut dire que nous avons cette intention, cette volonté de collaborer avec nos voisins. Nous ne voulons pas avoir... Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis qu'il est au pouvoir, il ne fait que essayer de créer une situation de bon voisinage, de dialogue avec ses voisins. Il a tout fait pour permettre au Rwanda d'entrer, donc de faire du commerce au Congo. Rwanda Air venait chez nous. Le Rwanda a été autorisé à participer dans la question de la vente de l'or, ainsi de suite. Donc, nous n'avons rien fait que favoriser la collaboration avec nos voisins. Ma délégation a pris acte du rapport du secrétaire général sur la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité. Madame la Présidente, distingués membres du Conseil, je vous remercie de cette nouvelle opportunité de m'adresser à vous afin de vous présenter une mise à jour sur l'évolution de la situation en République démocratique du Congo, telle que mise en exergue dans le dernier rapport du secrétaire général. Depuis mon dernier exposé au Conseil de sécurité en mars, la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo s'est malheureusement beaucoup détériorée, en raison notamment de l'intensification des attaques du mouvement du 23 mars, M23, contre la population civile, les forces de sécurité nationale et les casques bleus de la MONUSCO, ainsi que la continuation des attaques des ADF, de la Codeco et les attaques d'autres groupes armés en Ituri et au Nord Kivu. L'intensification des attaques du M23 et les tensions régionales qui en ont découlé ont malheureusement remis en cause la dynamique positive enregistrée au cours des dernières années entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Le M23 a lancé plusieurs offensives dans les territoires de Rutshuru, de la province du Nord Kivu, depuis le mois d'avril. En mai et juin, les attaques du M23 sont déroulées de manière coordonnée sur plusieurs axes dans le Rutshuru. Les offensives du M23 ont eu un impact majeur sur la population civile, entraînant la mort d'au moins 23 civils, dont 6 enfants. Plus de 170 000 personnes ont été déplacées. Alors que certains ont trouvé refuge grâce à l'hospitalité des familles d'accueil, les abris communautaires construits par des partenaires humanitaires sont devenus surpeuplés, tout comme les écoles, les stades et les autres espaces collectifs dans lesquels étaient abritées d'autres personnes déplacées. Je suis particulièrement préoccupée par l'entrave à la scolarité des enfants entraînée par cette situation, qui n'est qu'un seul exemple de la manière dont la résurgence du M23 a perturbé la vie quotidienne d'une population civile qui a déjà souffert de l'insécurité persistante et de l'éruption du mont Nyiragongo l'année dernière. Dans ce contexte, la réponse robuste et proactive de la MONUSCO, agissant conformément à son mandat et dans le strict respect de la politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme,
a empêché le M23 de menacer la ville de Goma et d'autres localités situées le long de la route nationale 2. Cependant, suite à des attaques coordonnées sur une direction est-ouest, le M23 a occupé la ville de Bunagana, un important poste frontière avec l'Ouganda. Au cours des affrontements les plus récents, le M23 s'est comporté de plus en plus comme une armée conventionnelle que comme un groupe armé. Le M23 dispose d'une puissance de feu et d'équipement de plus en plus sophistiqués, notamment en termes de capacité de tir à longue portée, de mortiers et mitrailleuses, ainsi que de tirs de précision sur des aéronefs. La menace que cela représente pour la population et les casques bleus qui ont le mandat de la protéger est évidente. Je voudrais ici rendre hommage aux 9 casques bleus qui ont perdu la vie, dont 8 le 29 mars, alors que je briefais ce même Conseil, dans un crash d'hélicoptère dû à une opération hostile dans une zone contrôlée par le M23, et un autre casque bleu le 5 avril dans une opération offensive contre la Codeco en Ituri. Je voudrais réaffirmer ici ma condamnation ferme des attaques du M23 et réitérer par la même occasion la détermination de la MONUSCO à remplir le mandat qui lui a été confié par ce Conseil. Toutefois, il est impératif que le Conseil redouble ses efforts en faveur d'une désescalade rapide de la situation et du désarmement sans condition du M23.